C'est quand même lugubre, hein. Cette partie-ci est un peu oppressante. Est-ce que vous êtes décédé dans cet endroit? J'ai vu quelqu'un. Une oppression terrible. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être déjà venue ici. L'année 2020 nous aura apporté son lot de surprises, de chamboulements, de remises en question dans notre foyer et au quotidien. Au-delà de ce tumulte, certains lieux résistent à tout, ou presque. Lieux qui, même dévastés par le temps, tiennent toujours debout et où le temps semble s'être arrêté. C'est bien souvent le cas des châteaux, réputés hantés. Ceux-ci possédant une mémoire des murs omniprésente, mêlant souffrance, tristesse, mélancolie, mais aussi protection, amour et joie. Le château qui a attiré notre attention et que nous surnommerons Château de la Cascade n'y fait pas exception. Avec comme première impression une bâtisse paisible et la sensation d'être attendu. Face à cette grande demeure, deux images opposées nous viendront à l'esprit. La première festive, la joie est restée imprégnée sur ce terrain, des gens y ont passé des jolis moments de vie. La deuxième plus guerrière avec des images d'objets tranchants, armes de guerre. Alors, première impression quand je vois le bâtiment, c'est paisible. C'est comme si on était attendu, mais paisible, pas quelque chose de négatif, quelque chose de positif. La sensation que des gens ont passé énormément de bon temps ici et éventuellement des défunts qui auraient pu finalement revenir ici. Il y a la notion de guerre aussi, d'armes. Je vois des choses tranchantes, des outils qui peuvent faire mal, des outils de guerre. Et il y a les deux énergies qui se mélangent. C'est énorme. Selon nos recherches postérieures à la visite du lieu, ce château de style néoclassique, entouré d'un parc de 4 hectares, fut érigé au début du 19e siècle. Propriété des Bivors, il est ensuite passé aux mains jusque 1914 de Charles de Montpellier de Vaudrin, un homme politique belge qui fut gouverneur de la province de Namur durant plus de 30 ans. Le lieu passera ensuite dans les mains de divers propriétaires et deviendra un hôtel-restaurant dans les années 80. Il est depuis 2010 à l'abandon. À notre arrivée, un bâtiment indépendant au château attire mon attention. J'aurai à l'intérieur ce que l'on appelle la sensation de déjà-vu. Alors ici, c'est un bâtiment où on est bienvenu tagué. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Dans un rêve en fait. Comme si j'étais venue dans ce lieu et que j'avais assisté à un concert. Alors que je ne suis jamais venue. Je suis jamais venue ici, j'ai l'impression d'être déjà venue, quoi. Comme si j'avais assisté au concert à partir d'ici. Comme si moi j'étais ici et que le groupe était en face. C'est vraiment bizarre comme sensation. C'est impossible. Mais c'est un rêve qui m'avait particulièrement... Ok,
toilettes. Un rondin de bois là. Des éviers. C'est un rêve qui m'avait particulièrement marqué parce que je m'en souviens encore, alors que j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai rêvé de ça. Et ici, je me retrouve dans un endroit où je n'ai jamais mis les pieds et qui m'y fait penser, quoi. Étrange. Sensation de déjà-vu. Ce terme a été introduit en 1876 dans notre langage courant par Émile Boirac, philosophe et médium français. Mais Saint-Augustin en parlait déjà au IVe siècle en tant que fausse mémoire. Dickens en parlera souvent dans ses romans. Et Freud préférera le terme de déjà rêvé. La science ne s'y intéressa pas avant 1990. Et c'est donc le domaine de la parapsychologie qui tentera de comprendre ce phénomène. Nous avons d'ailleurs plusieurs hypothèses. Le déjà-vu serait-il un souvenir d'une vie antérieure, un souvenir d'un rêve prémonitoire, une réception télépathique ? Le fait que notre corps astral part chaque nuit en rêve pour vivre plein d'aventures et serait une sorte d'éclaireur en entrant dans une autre dimension et des bribes d'aventures se souviendraient à nous à un instant T ? La science, quant à elle, parle d'une sorte de panne entre la zone du cortex trinal, située dans le lobe temporal, et l'hippocampe. Un genre de court-circuit entre notre mémoire à court terme et à long terme. Les scientifiques ne connaissent pas la cause de ce court-circuit. Mais faut-il vraiment tout expliquer ? Nous nous dirigeons ensuite vers l'ancien château, aujourd'hui en ruine. Plus aucun meuble présent, seuls quelques livres de contes posés là sur une cheminée au rez-de-chaussée dans ce qui semble être la pièce principale. Et c'est après avoir feuilleté quelques notes que mon regard est attiré par une ombre qui passe furtivement à ma gauche. J'ai vu quelqu'un. Ça a duré une fraction de seconde. Passer comme ça. Partir de là, elle est là. Ombre que je déterminerai comme masculine, habillée en noir. Je retrouverai cette même énergie au sous-sol, où ce défunt me fera revivre les scènes qu'il a vécues et me procurera la douleur subie lors d'une violente dispute. Cette partie-ci est un peu oppressante. C'est ici, en fait, au croisement. Là, on ne sait pas y aller parce que les escaliers sont cassés. Là, on a les escaliers qui donnent vers le dessus par lesquels on est arrivé. Là, il y a la cave, une autre cave, et là-bas, il y a une sortie. Et quand on est au croisement, il y a une oppression terrible. Limite, je ferais bien une séance de baguette. J'ai une personne qui reçoit, je les image, j'ai une personne qui reçoit un coup de poing dans le visage et qui a la lèvre complètement fendue du côté gauche. J'ai la perception, ici j'ai la perception vraiment que ma lèvre est gonflée, comme si j'avais reçu un coup de poing. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait communiquer avec moi déjà ? Que ce soit une personne qui soit décédée ici ou pas, mais quelqu'un qui pourrait m'aider à mettre des mots sur mes ressentis à propos de ce que je ressens physiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait présent ici et qui pourrait communiquer avec moi? Si oui, vous ouvrez les baguettes, sinon vous fermez les baguettes. Alors, un jour, j'aimerais avoir des explications sur le fait de ressentir la douleur et la façon dont les défunts sont décédés. Est-ce que ça impacte directement le médium physiquement, ou est-ce que ça n'a aucun effet physique sur lui, mais que c'est juste pour montrer la façon dont sont morts les gens?
Un esprit peut venir à nous pour nous demander de l'aide ou pour nous montrer un événement souvent négatif qu'il a vécu de son vivant. Il montre qui est la personne qui lui a fait du mal. J'ai souvent eu l'impression que cela soulageait la conscience de ces âmes en peine. Votre mort est liée à ce qui s'est passé dans le sous-sol, mais votre mort ne s'est pas passée ici. Il y a eu un début de dispute, un début de bagarre, de combat, j'allais dire, ici, mais ce n'est pas ici que vous êtes décédé. Ok, j'ai compris. Ok, je vois la scène. Le défunt voit à travers le médium une sorte de lumière vibratoire et s'approche, ce qui engendre de la fatigue et une tristesse qui n'appartient pas au médium. Le plus important dans ce cas est qu'il arrive à déterminer les sentiments qui lui appartiennent ou pas. Il ne faut pas qu'il se laisse envahir par une énergie autre que la sienne. J'entendais comme si on marchait en même temps que nous. Je retrouvais de nouveau le même défunt au même endroit lorsque nous remonterons au rez-de-chaussée par une autre issue. Ah, je l'ai encore vu. Je l'ai encore vu. En fait, il n'était plus exactement ici. Je l'ai vu passer comme ça. Tout nous ramène à ce fameux livre de comptes. Je suppose que son nom ou celui de sa société est inscrit dedans. Pour un médium, la vision d'un défunt ne se fait pas toujours de la même manière. Soit je vois nettement le défunt, il est même parfois difficile de faire la différence avec un vivant, mais se poser la question, c'est déjà y répondre. Soit les âmes se montrent sous forme d'ombre, ou ce qui arrive le plus souvent, elles se font ressentir, et le médium a des images qui lui viennent par rapport à ce ressenti. Il sait alors déterminer le sexe, l'époque et le style vestimentaire du défunt. Alors, petite conclusion par rapport à ce bâtiment, c'est que il y a eu beaucoup de magouilles. Voilà, c'est le mot qui m'est venu. Il y a un côté très joyeux et en même temps, il y a un côté très noir. Nous traverserons presque l'entièreté du lieu sans crainte. Il n'est pas oppressant. On ne se sent pas observé de toutes parts comme au fort de la Chartreuse.
C'est un lieu lumineux avec une vue verdoyante. Il y avait la présence d'un défunt. Nous pourrions dès lors dire que ce lieu est hanté. Mais tout lieu peut contenir des âmes en peine. Nous sommes en permanence entourés de défunts. Le but du médium est justement de pouvoir alléger leur peine pour qu'ils puissent s'élever avec moins de peur et avoir la certitude qu'ils ont enfin été compris. Je terminerai par une citation d'Alexandre Dumas. « Les gens que nous avons aimés ne seront plus jamais où ils étaient, mais ils sont partout où nous sommes. »